Bruno Le Maire a vu la Vierge. Il vient de retirer tous les objectifs climatiques de la loi souveraineté énergétique. Alors ça énerve énormément les escrolos, vous savez, ceux qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, parce que eux, ils aiment bien pouvoir mettre comme ça plein d'objectifs climatiques, ou soi-disant climatiques, pour mettre des bâtons dans les roues de l'économie normale. Mais Bruno Le Maire a vu la Vierge et s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas à la fois vouloir la souveraineté énergétique et en même temps se donner des objectifs climatiques et énergétiques. Du coup, il a retiré tout ce qui est objectif climatique. Alors je me suis dit, bon, comment je m'habille? Est-ce que je mets le polo bleu ou le polo rouge? Je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, non, mais on va parler de Bruno Le Maire, donc j'ai quand même m'habillé en rouge parce que vous savez que je suis rarement d'accord avec le bonhomme. Mais bon. Bruno Le Maire a vu la Vierge et il est en train de se battre contre les escrolos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent, vous avez la boutique de la chaîne, donc sur la chaîne YouTube ou sur dromyeconomy.com, onglet boutique dans les deux cas. Et là, vous avez des sweats à capuche comme celui-ci, d'autres sweats, des polos, des t-shirts, des casquettes, des mugs comme le mien, des stickers, des magnets, bref, plein de produits dont je suis très content et que je suis très fier de vous présenter. Allons voir donc ce qu'a fait Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, à mon avis, a un avantage sur les autres ministres du gouvernement, c'est qu'il est en contact avec le réel. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, tous les jours, il voit des chefs d'entreprise et il voit les statistiques économiques de la France. Et il voit bien que ça ne va pas du tout. Et quand il commence à parler à parler avec des vrais chefs d'entreprise qui ont vraiment les mains dans le cambouis et qui voient vraiment leurs entreprises qui s'effondrent, forcément, il réalise ce qu'est la réalité. Du coup, on a un Bruno Le Maire qui est peut-être plus en contact avec la réalité que les autres et qui s'aperçoit que toutes ces histoires d'escrologie, ça finit par coûter très cher à la croissance du pays. Et ça coûte très cher en nombre d'emplois, ça coûte très cher en nombre de sous, et ça coûte aussi très cher en entreprises qui s'effondrent les unes après les autres. Du coup, Bruno Le Maire, à mon avis, a plus tendance que les autres ministres à voir la réalité. Souvenez-vous avec le DPE. Alors c'est une séquence qui a été très courte, j'en ai parlé sur cette chaîne, mais on n'en a quasiment pas parlé à la télé parce que c'était très court. Vous aviez le lundi matin Bruno Le Maire qui disait, écoutez le DPE, on va peut-être décaler un peu cette histoire de DPE parce que on va manquer de logement, donc ça serait bien qu'on va le garder, mais on décale un peu les dates. L'après-midi, il se fait engueuler par Macron, il prend une petite fessée le soir. Et le lendemain, mardi matin, donc Bruno Le Maire nous dit non, on décale pas le DPE, c'est très bien le DPE, oh là là, c'est merveilleux. Il n'empêche que, malgré son revirement du mardi, le lundi, il nous avait bien dit qu'il y avait un problème. Il avait vu ce problème, parce qu'il est au contact du réel. Et donc, alors après, il prend une fessée par Macron, mais ça, c'est autre chose, c'est leur vie personnelle. Mais, non, enfin, c'est une blague, mais c'est autre chose, c'est leur, il est ministre, il n'est pas président. Mais donc, de temps en temps, pourtant, vous voyez, je le critique souvent, le bonhomme, mais de temps en temps, à mon avis, il voit la réalité économique parce qu'il n'a pas le choix, parce que le réel, c'est ce qui est, quoi. Vous savez, le réel, c'est quand on se cogne. Donc, il y a un moment, il est obligé de voir le réel. Et comme en plus, qu'en face à vous, vous avez toujours des chefs d'entreprise qui, eux, ont les mains dans le cambouis et dans le réel, vous êtes obligé de dire les choses. Surtout que la loi souveraineté énergétique, il a bien sûr vu Patrick Pouyanné, qui est le patron de Total. Et Pouyanné, il a quelque chose de bien, c'est qu'il dit le vrai. C'est-à-dire, Pouyanné, vous pouvez écouter quand il a une interview, etc. C'est impressionnant. C'est un mec qui n'est pas du tout langue de bois. Et il vous dit les choses telles qu'elles sont. Et du coup, quand vous êtes face à ce gars-là et que vous appelez Bruno Le Maire, on vous dit des choses qui ne sont pas agréables à vos oreilles, mais qui sont réelles. Je vous renvoie à ce que j'avais fait, la vidéo que j'avais faite
notamment quand Pouyanné avait dit, devant une journaliste de BFM qui voulait le faire taire absolument, hein, où il avait dit que l'éolien c'était n'importe quoi, que la guerre en Ukraine, les sanctions qu'avait pris l'Europe contre l'Ukraine, contre la Russie, avaient augmenté le prix du gaz de 10%, que lui était très content parce qu'il gagnait encore plus d'argent, mais que c'était vraiment les sanctions qu'on avait prises qui avaient fait augmenter le prix du gaz. Qu'il avait dit que l'éolien c'était très bien, il gagnait aussi beaucoup d'argent là-dessus, mais que c'était d'abord ce qu'on nous racontait pour l'éolien offshore en termes de puissance, c'était pipeau et c'était totalement faux. Et qu'ensuite, quand on construisait des éoliennes, il fallait aussi construire des centrales à gaz et au pétrole. Et que donc, le côté vert de l'éolien ne lui semblait pas évident. Bon, voilà. Ouais, c'est bien, c'est rafraîchissant quand vous avez des gens qui ne trichent pas. Et donc, je pense que Bruno Le Maire, qui est très souvent en contact avec ces gens-là, est obligé de voir le réel, quoi. De temps en temps. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a récemment fait part de sa décision de retirer les objectifs climatiques et énergétiques du projet de loi souveraineté énergétique. Cette initiative a été annoncée lors de l'ouverture du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, suscitant des réactions mitigées au sein de la société. Bien sûr, parce que d'un côté, vous avez les escrologues qui vivent de leur escrologie, c'est-à-dire qu'ils font partie du CNTE, par exemple, voilà, de conseils comme ça, où on ne voit pas trop leur utilité, mais où ça coûte de l'argent, quoi. Moi, le CNTE, honnêtement, le seul truc que je vois, c'est que ça coûte du fric, hein. Il n'y a pas besoin de CNTE. Vous demandez d'un côté à des entreprises comme Total et de l'autre côté à des entreprises comme EDF, qui appartiennent entièrement à l'État, de vous fournir du pétrole, de l'électricité, ils vont le faire. Engie va le faire. Il n'y a pas besoin, vous voyez, de mettre un CNTE avec des gens dont vous ne savez pas trop leurs compétences qui viennent là-dedans. Donc, les escrologues ont besoin de ça parce que ça leur permet de toucher des sous en consulting ou en faisant partie de commissions comme ça ou de ministères. Donc, pour eux, c'est des sous. Et puis, vous avez tous ceux qui fabriquent des éoliennes ou qui produisent de l'électricité éolien, qui vont être un peu agacés parce qu'ils se disent nous, on vit de subventions, on vit, alors direct et indirect, hein, des subventions directement données par l'État ou indirectes, c'est-à-dire l'État oblige EDF à racheter l'électricité éolien à un certain prix, qui n'est pas le prix du marché. Donc tous ces gens-là se disent attendez, nous, on vit complètement sous perfusion, on est des véritables parasites. Alors si vous commencez à mettre de l'antiparasite, ça ne va pas aller. Oui, non mais je pèse mes mots, c'est des parasites, c'est 100% du parasitisme, hein, c'est 100% du parasitisme. Au point que la plupart du temps, si vous mettiez un énorme ventilateur devant une éolienne, ces gens arriveraient encore à gagner de l'argent, parce que tout simplement, ils vendent le prix de l'électricité éolienne plus cher que le prix de l'électricité, donc c'est complètement débile. Mais peu importe. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est du parasitisme. Donc ils ont des comportements de parasites et forcément, ils sont choqués quand on leur dit attendez, va falloir se calmer sur le parasitisme. Sans compter tous les fournisseurs alternatifs d'électricité qui, eux, sont des énormes parasites, puisque eux c'est le bonheur. EDF leur vend l'électricité. EDF fabrique l'électricité à 40 €, il leur vend à 42 €, et eux vont le revendre derrière à EDF à 370 €. Donc pour eux, c'est le bonheur complet. Donc vous avez en fait tout un microsystème de parasites qui se sont branchés sur l'écologie et qui vont effectivement râler. Ça, c'est certain. Alors que le ministre assume et revendique cette décision, et pour une fois je soutiens Bruno Le Maire, les associations environnementales, qui sont elles d'énormes parasites aussi, et certains membres du Sénat expriment leur incompréhension et leur consternation face à ce retrait inattendu. Le projet de loi, initialement conçu pour orienter la France vers une sortie des énergies fossiles, a été mais encore une fois, en quoi c'est à l'État de gérer l'énergie? Il y a un moment, il y en a marre. Je ne vois pas en quoi c'est à l'État de faire ça.
de gérer ça? Dites-moi si vous voyez une raison. Pour moi, ce n'est pas à l'État de gérer ce genre de choses. Alors, le projet de loi, initialement conçu pour orienter la France vers une sortie des énergies fossiles, a été amputé de son titre premier qui traitait spécifiquement des objectifs énergétiques et climatiques. Cela incluait des dispositions telles que les pourcentages d'énergie renouvelable, là encore en quoi ça relève de l'État, et nucléaire à atteindre d'ici 2030 et 2035, ainsi que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'économie d'énergie. Cette décision a suscité des interrogations sur l'engagement réel du gouvernement envers la transition écologique. J'ai peut-être pas été assez loin dans ce que je voulais dire, ou j'ai peut-être été trop loin, je ne sais pas. Je vais juste prendre une minute supplémentaire, mais pour moi, ce n'est pas à l'État de décider ça. L'État doit faire en sorte que vous ayez suffisamment d'électricité. Il doit veiller à ce que vous ayez suffisamment d'énergie. C'est-à-dire que quand vous arrivez à une pompe à essence qui est de l'essence, quand vous appuyez sur votre interrupteur, qui est de l'électricité qui se mette. Ça, le rôle de l'État, c'est de vérifier que c'est bien là et que ça, c'est bien en place. OK. Donc il va vérifier que c'est bien en place, mais il n'a pas à le faire. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui s'appelle EDF qui vous fournit, qui fait de l'électricité, qui fait que quand vous mettez on-off, vous avez de l'électricité chez vous. Et puis vous avez une entreprise qui s'appelle Total qui vérifie, qui fait en sorte que quand vous appuyez sur le pistolet, vous avez de l'essence qui rentre dans votre bagnole. Voilà, point. C'est simplifié, il faut qu'il y ait d'autres entreprises, pas que ces deux-là. Et évidemment, il n'y a pas que dans les pistolets à essence qu'on utilise de l'essence. Mais vous m'avez compris. Et l'État doit vérifier juste qu'il y a ça. Il peut aussi vérifier qu'il n'y a pas un problème lié au monopole. C'est-à-dire qu'il doit vérifier que Total, par exemple, n'a pas toutes les stations-service de France et s'il les a, qu'il n'abuse pas de ce privilège. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de raison que... il doit vérifier qu'en regardant dans les pays voisins, se dire, mais pourquoi en France, l'essence est à, je vais dire une bêtise, mais 3 euros le litre, alors qu'en Allemagne, il est à 2 euros. Et s'il y a vraiment cette différence, il doit aller voir M. Total. Et attendez, M. Total, vous avez le monopole maintenant en France. Comment vous me justifiez le fait que vous soyez 50% plus cher qu'en Allemagne? Et si effectivement il n'y a pas de justification, eh bien, il doit casser le monopole de Total. Bon, Total n'est pas en monopole, hein, mais c'est un exemple d'intervention de l'État qui est utile. Mais dans tous les autres cas, l'intervention de l'État, à mon avis, est déplacée. Totalement déplacée. Je ne vois pas en quoi l'État a sa légitimité pour dire le nucléaire, ça doit représenter 40% ou 50% ou 60% de la production électrique. Et si vous voulez, pourquoi je ne vois pas sa légitimité, je vais vous citer des cas. Jospin ferme Superphénix, la centrale de 4e génération, pour avoir 2% des votes verts, des votes écologistes. Résultat, on n'a pas de centrale 4e génération alors que la Chine les a. Et la centrale 4e génération ferait en sorte qu'on soit autonome en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas d'uranium à aller acheter à droite à gauche. On a ce qu'il faut en France, c'est suffisant. Largement. Pour plusieurs centaines d'années. Mais Jospin, pour avoir quelques voix, a fait fermer ce truc-là. François Hollande, même chose, pour des raisons purement politiques, de politique politicienne, a décidé de fermer Fessenheim. Emmanuel Macron ferme Fessenheim, toujours pour des raisons de politique politicienne, et dit qu'il va fermer 14 réacteurs nucléaires. Et puis, 1 an et demi après, il change d'avis complètement et dit non, mais je vais ouvrir 14 centrales. Je ne vais plus les fermer, je vais les ouvrir. En 1 an et demi. J'ai fait beaucoup de vidéos. Donc, si vous voulez, la légitimité de l'État dit stratège, qui en fait n'est pas du tout stratège, c'est juste j'allais dire des couillons, mais peut-être pas, mais vous voyez, des gens qui réagissent en fonction des sondages d'opinion, en fonction
des voix qu'ils peuvent récupérer et de leur petite place politique à eux, c'est tout. Et donc, je ne vois pas en quoi l'État est légitime pour dire la part du nucléaire, ça doit être 70%, ou 60%, ou 20%, m'en fous. En quoi c'est légitime? Je veux dire, regardez ce qu'ils ont fait avec le nucléaire, vous voyez qu'ils sont complètement incompétents sur le sujet. Il vaut mieux laisser ça au patron d'EDF, qui lui connaît un tout petit peu le sujet. Et même chose sur l'éolien, voilà. C'est exactement la même chose sur l'éolien. Vous allez voir le scandale qu'on aura sur les éoliennes dans les années qui viennent. Mais c'est exactement la même chose. C'est n'importe quoi. Donc, ce que je dis, c'est que l'État doit veiller de faire en sorte que vous ayez de l'énergie, autant que vous en avez besoin. Ça, ils ne sont pas capables de le faire, hein, parce qu'on voit bien que ça peut flipper depuis quelques hivers. Donc, que vous ayez de l'énergie autant que vous avez besoin, à un prix correspondant à ce que l'on peut retrouver partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un monopole qui s'établisse, qui ferait que votre prix devient insupportable. Donc ça, il faut regarder de la part de l'État, qui regarde ce qui est ailleurs. Il dit, bah, monsieur EDF, vous avez le monopole de l'électricité en France, pourquoi votre électricité est plus chère qu'en Allemagne? Et à ce moment-là, il intervient s'il y a vraiment un problème. Sinon, il n'intervient pas. Donc voilà, je voulais vous donner un peu plus mon idée. Je ne sais pas si vous la partagez ou si vous pensez que non, c'est le rôle de l'État de choisir ça. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense qu'il faut qu'il se retire de ce genre de choses complètement, sauf pour le contrôle, vérifier que personne n'abuse du système. Bruno Le Maire justifie ce retrait en arguant du besoin de prendre le temps nécessaire pour dialoguer et consulter les élus locaux. Lors de son discours au CNTE, il a insisté sur son engagement total pour le climat, tout en soulignant la nécessité de ne pas précipiter la planification énergétique et climatique. La planification, ça n'a jamais marché. Jamais. Il a critiqué l'idée d'un texte de loi élaboré en quelques semaines, déplorant le manque de consultation approfondie avec les parties prenantes. Et là, vous me direz si il est honnête ou s'il fait du pipeau comme j'ai voulu le mettre sur la vignette. Vous voyez, le ministre en train de... Parce qu'il faut bien justifier. On ne peut pas dire que l'écologie, ça commence à nous casser les couilles, mais on fait un peu de pipeau pour dire ok, allez, on va discuter encore quelques mois, Dites-moi ce que vous en pensez, ou peut-être qu'il est parfaitement honnête et qu'il pense qu'il faut discuter encore quelques semaines, quelques mois, à ce genre de choses. Cette démarche a été qualifiée d'irresponsable par certains, soulignant le besoin de planification écologique et climatique rigoureuse dans un contexte de crise climatique mondiale. Et je le redis, même si la planification marchait, ça ne marche pas. On avait abandonné les hauts commissariats au plan parce que c'était nullissime. Macron les a mis parce qu'il fallait donner un hochet à Bayrou pour qu'il la ferme et qu'il soit à la mine Macron. Donc on lui a donné son hochet. Hop, tu seras haut commissaire à la planification. Vous savez tous ce qu'il en est découlé. Rien du tout. Hein, honnêtement, en quoi c'était mieux avant ou en quoi c'est mieux après qu'avant? En dehors de M. Bayrou qui touche un chèque, je crois que personne n'y voit beaucoup d'intérêt à ce truc-là. Donc, ça a été... voilà, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais fonctionné, la planification. Mais en admettant que la planification, un jour, marche. C'est la spécialité des pays communistes, ça ne marche jamais. Mais en admettant que la planification marche et qu'on aille vers l'écologie et que la France soit totalement écologique, encore une fois, ça ne changera absolument rien au CO2 sur Terre, à l'émission de CO2 sur Terre. Absolument rien. Pas un peu, pas 1%, zéro. Tout simplement parce que vous avez la Chine et l'Inde qui sont en plein développement, surtout l'Inde. La Chine commence à plafonner un peu, mais enfin malgré tout, on serait content d'avoir leur croissance. Mais l'Inde est en plein développement. Et ces pays-là, c'est la Chine et l'Inde, augmentent la quantité de CO2 qu'ils émettent dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce que fait la France. Et du coup, même si on s'arrêtait demain, ça ne changerait strictement rien. Donc même si la planification marche, ça ne sert à rien.
Le ministre a cependant insisté sur le caractère complémentaire du nucléaire et des énergies renouvelables, affirmant sa conviction quant à l'utilisation de toutes ces sources d'énergie décarbonées. Moi, franchement, hein, je dirais, moi je suis ministre, je dis à EDF, écoute, tu me fais l'électricité la moins chère d'Europe et en quantité suffisante pour que j'ai pas un industriel ou pas un Français qui vienne râler dans mes oreilles à me dire j'ai pas mon bouton quand j'ai allumé les lumières, ça s'est pas déclenché. Voilà. Donc, tu te débrouilles comme tu veux, je m'en fous, je veux l'électricité la moins chère d'Europe et je veux que tout le monde en ait autant qu'il a besoin. Et à partir de là, le ministre, à mon avis, le ministre de l'économie a fait son boulot. Et j'irai plus loin, excusez-moi, j'irai plus loin, non seulement il a fait son boulot au point de vue de l'énergie, mais à mon avis, il a fait son boulot pour 90% de son travail de ministre de l'économie. Parce que si vous fournissez de l'électricité la moins chère d'Europe aux entreprises, aux industriels et aux particuliers, pour les entreprises et industriels, avoir donné un avantage compétitif fameux, un énorme avantage compétitif. Pour les particuliers, vous avez tout simplement fait chuter l'inflation pour beaucoup de monde. Vous avez fait 90% de votre boulot. En 3 phrases. Monsieur EDF, fournis-moi l'électricité la moins chère d'Europe et je veux qu'elle soit fournie en une suffisamment grande quantité pour que personne ne vienne râler sur un problème de puissance. Tu as fait ton boulot. Pas besoin d'une loi, hein. Et si tu veux lui mettre la pression, tu dis, Monsieur EDF, moi je suis ton actionnaire principal, donc si jamais ces 2 objectifs ne sont pas remplis, t'es viré. Et je prends quelqu'un d'autre. Cette démarche a été qualifiée donc d'irresponsable par certains. Après que, vous voyez que M. EDF décide de le faire par des éoliennes, par du solaire, du nucléaire, des barrages, des centrales thermiques, j'en ai rien à battre. C'est son boulot. C'est son boulot. La suppression du ministère de la Transition énergétique, ça c'est bien, ça c'est très très bien, pour une fois qu'on supprime un truc inutile, occupé précédemment par Agnès Pannier-Runacher, depuis la nomination du nouvel gouvernement, a également suscité la préoccupation parmi les écologistes et l'industrie des renouvelables. Et ben ouais, ils flippent, ils commencent à flipper, ils sentent le boulet du canon qui arrive. Ça va être fini, on va devoir arrêter d'être des gros parasites. Bruno Le Maire a cherché à calmer ses inquiétudes en appelant à éviter les débats un peu oiseux sur les questions de périmètre sur Bercy. Il a souligné le rôle de Bercy dans le financement de la transition climatique, rejetant l'idée d'une opposition entre Bercy et la transition climatique. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité et de nombreux acteurs de la société civile expriment leur inquiétude quant à l'absence de feuille de route claire pour la transition énergétique. Je fais comme ça parce que vous voyez, tout ce qui est collectif, association, société civile, je réfléchissais à ce que Xavier Milei disait sur eux, vous savez, le président d'Argentine. Lui, il dit c'est des merdards. C'est de la merde. Bon, je ne veux pas être grossier, donc je ne vais pas dire la même chose, mais honnêtement, c'est des nuls. Voilà, je vais le dire. C'est des nuls. Vous savez, c'est un peu des tiques. Vous savez, le tic, c'est ce vilain parasite qui vient se planter dans vous et qui vous pompe votre sang. Je trouve que c'est ça, voilà, c'est des tiques. Les associations environnementales considèrent ce retrait comme un revers majeur dans les efforts visant à lutter contre le changement climatique et à favoriser un passage vers des sources d'énergie plus durables. L'absence de dispositions précises concernant les objectifs énergétiques et climatiques dans le projet de loi souveraineté énergétique soulève des questions quant à la volonté réelle du gouvernement de s'engager dans la transition écologique. Malheureusement,
Je pense que ça soulève des questions sur est-ce que Bruno Le Maire commence à s'apercevoir de quelque chose. Mais malheureusement, je pense qu'on a notamment un président qui est tellement là-dedans qu'on ne s'en sortira pas. Les critiques soulignent que les dialogues et la... Pardon. Les critiques soulignent que le dialogue et la consultation des élus locaux ne doivent pas se faire au détriment de l'urgence climatique mondiale. Encore une fois, il y a peut-être une urgence climatique, mais ce que l'on fait ne changera rien. Je ne pense pas qu'il y ait d'urgence. Mais même si on veut faire croire qu'il y a une urgence, ce qui est généralement fait pour vous foutre la trouille et vous obliger à dire oui à des trucs sur lesquels vous diriez non si vous preniez 3 minutes pour réfléchir, mais même s'il y avait une urgence, encore une fois, ce n'est pas nous, c'est l'Inde et la Chine. Ça ne sert à rien ce que l'on fait. Et appelle à une réévaluation de cette décision. Dans ce contexte, la position de Bruno Le Maire, affirmant la nécessité de prendre le temps, est confrontée à des appels urgents en faveur d'une action immédiate et efficace. Certains estiment que le retrait des objectifs climatiques et énergétiques affaiblisse la crédibilité de la France en matière de leadership climatique. Mais ça sert à quoi le leadership climatique? Ça sert à quoi le leadership climatique? Ça sert à quoi? Alors que le pays s'apprête à accueillir la COP27, non mais alors il y a une erreur dans l'article, hein, mais c'est pas grave. Les prochaines semaines seront cruciales pour évaluer la réaction du public et des acteurs politiques à cette décision controversée. L'avenir de la transition énergétique en France semble actuellement suspendu entre la volonté de dialoguer et les appels pressants à l'action immédiate face à la crise climatique mondiale. Écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Bruno Le Maire a vu la Vierge et qu'effectivement il se rend compte que ça nous met dans une impasse, toutes ces folies, ça nous met vraiment dans une impasse et qu'il faut réagir et arrêter de se faire dicter notre agenda par des escrologues? Ou est-ce que vous pensez que c'est qu'une péripétie et qu'on va avoir un Emmanuel Macron et un Bruno Le Maire qui vont rentrer dans le rang climatique, qui vont se remettre à prier Gaïa et qui vont continuer à nous faire n'importe quoi comme ils le font depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.